Donc, première question pour vous, c'est qu'est-ce qui vous a fait décider d'adopter? En fait, dans ma famille, j'ai un frère qui avait déjà adopté une jeune fille du Pérou. Puis mon conjoint et moi, en fait, là, on était en planification familiale. On voulait avoir un enfant. Et suite à différentes difficultés, dans le fond, d'avoir un enfant, on est allé consulter en clinique de fertilité pour se faire dire finalement que mon mari et moi, on ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, nous, ça a été instantanément quelque chose qui est venu, là, dans le fond, de vouloir adopter parce qu'on est déjà des gens qui sont ouverts sur le monde. Puis, je suis intervenante sociale aussi dans la vie. Donc, c'était quelque chose qui était naturel pour nous de vouloir aller vers ça. Pour moi, c'était pas tant important d'avoir un enfant dans mon ventre, c'était pas tant important d'avoir la grossesse et tout ce qu'elle a avec ça. Ce qui était important pour nous, c'était vraiment juste d'agrandir notre famille et d'avoir un enfant. Donc, ça a été tout naturel de se diriger vers l'adoption. C'est comme ça que ça s'est fait. Je vous dirais, on est sorti de la clinique de fertilité, on a digéré tout ça. Puis, les jours qui ont suivi, ça a été la prise de décision tout de suite qui s'est fait vers ce projet-là. Puis les étoiles se sont alignées. Ça s'est en allé directement vers ça. Puis on a été capable là, de pouvoir se mettre sur une liste là, pour adopter à l'international. Donc, mon premier enfant, c'est comme ça que ça s'est fait. Mon deuxième, c'est une histoire un petit peu plus différente. On n'avait pas on souhaitait avoir un deuxième enfant. On était là en clinique de fertilité pour essayer la fécondation in vitro. Puis à ce moment-là, les résultats là, de mon conjoint et moi, c'était encore plus difficile. À ce moment-là, c'était payé par le gouvernement. Fait que c'est d'où là pourquoi qu'on a dit on va l'essayer. Donc, on a finalement, ça s'est révélé être un échec. Un échec, excuse-moi. Puis on n'avait comme pas l'idée d'avoir un autre enfant dans notre vie. Là, on avait fait une croix là-dessus. Finalement, on en avait un, c'était correct. On était bien heureux. Et c'est une personne là, que je connais qui avait adopté un enfant à l'international, qui l'a abandonné ici au Québec un an plus tard parce que l'enfant était trop difficile. Bon, il y a différentes raisons là, qui expliquent ce geste-là, puis moi, je ne suis pas là pour le juger, là, au contraire. Donc, on avait des liens avec cet enfant-là, on le connaissait. Il était dans notre entourage. Donc, la deuxième adoption est venue comme ça, en surprise, dans le fond, sachant qu'il était rendu en foyer de groupe, qu'il n'y avait aucune possibilité là, d'avoir une nouvelle famille pour lui. Vu la lourdeur de ses diagnostics, nous, on a donné notre nom, en fait, là, pour pouvoir l'avoir. On a été évalué, reconnu, et c'est comme ça qu'il est rentré dans notre vie pour le deuxième. Ok. Donc, vous avez dû passer par le système pour... Ok, donc est-ce que vous avez été une famille d'accueil d'abord ou directement adoptée? C'est un dossier un peu complexe parce qu'en fait, moi, j'étais intervenante à l'époque à la DPJ. Donc, c'est un enfant qui était déjà dans le système de la DPJ pour le deuxième. Donc, on a manifesté là, à la direction de la protection de la jeunesse où je travaillais, dans le fond, qu'on était intéressé à pouvoir faire les démarches pour l'avoir avec nous. Donc, on a été évalué par un autre centre jeunesse qui a fait une évaluation là, vraiment très, très, très... exhaustive, c'est-tu le terme à utiliser, exhaustive? En fait, tu vas-tu le couper sur le montage? Ouais. Tu vas le couper au montage, ça? Oui, pas de souci. Ils ont fait une évaluation là, quand même assez impartiale. Là. Donc, on a été reconnus, on a été acceptés. On a commencé à devenir des parents en adoption régulière pour le coco. Sauf qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que
On avait vraiment besoin d'avoir des services, on avait besoin d'avoir de l'aide parce que c'était un enfant qui avait des troubles d'attachement sévères. Donc, mon mari devait arrêter de travailler pour m'aider. Donc, à ce moment-là, ils ont revu le plan, ils nous ont reconnus comme famille d'accueil. On a été reconnus comme famille d'accueil pendant 1 an. Puis, notre coco nous a demandé, en fait, là, il est arrivé à la maison, il avait 4 ans. Puis de lui-même, il s'appelait là, comme notre nom de famille, en fait, là, puis il verbalisait, en fait, vouloir porter le même nom de famille que notre autre fils. Donc, nous, on a répondu à cet appel-là, puis on a fait, ben OK, pas de problème, puis on a fait les démarches pour l'adopter officiellement. Donc, on a été famille d'accueil 1 an seulement. Puis par la suite, ben, on l'a adopté officiellement, on est devenus ses parents adoptants. C'est comme ça que ça s'est fait pour le deuxième. OK. Donc, quels sont quelques-uns des problèmes que vous avez rencontrés au cours de de l'adoption et en faisant partie d'une famille d'accueil? Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés? Des problèmes tant avec l'enfant que dans la parentalité adoptive? Oui. Okay. Oui. Dans la parentalité adoptive, les difficultés qu'on a rencontrées, c'était le manque de services au niveau du Québec pour aider les parents qui accueillent un enfant qui accueillent un enfant de l'international. Il arrive ici, c'est des nouvelles odeurs, la nouvelle nourriture, tout est nouveau pour lui, des nouveaux parents. Quand on a un enfant, quand on porte un enfant, on développe un lien d'attachement avec le bedon, on met l'enfant au monde, on travaille l'attachement de la naissance. Là, l'enfant arrive, il a 3 ans, l'autre a 4 ans. L'attachement ne se crée pas comme ça de manière instantanément. Donc, la difficulté que j'ai rencontrée, je dirais, la première, ça a été le fait que mon aîné, par exemple, n'avait des yeux que pour papa. Donc, lui, les femmes, il avait connu ça. Il n'avait plus envie d'avoir ça dans sa vie parce qu'il avait été abandonné par des femmes. Il n'avait pas connu son père de naissance. Donc, lui, c'était papa, papa, papa. Donc, moi, ça a été difficile pour moi de créer un lien d'attachement avec mon enfant, puis lui, de créer un lien d'attachement envers moi aussi. Ça a été comme un obstacle là, qu'on a eu à rencontrer, mais très vite, on a formé une équipe, mon mari et moi, puis on a mis des choses en place qui a fait que ça s'est comme transformé la relation avec mon grand Louvik. La relation s'est vite transformée, on a créé un lien, puis maintenant, ça a été correct par la suite. Mais on n'est pas préparé à avoir un enfant en tant que parent, un enfant qui arrive à 3 ans, bang, comme ça. T'sais, on n'est pas préparé en tant que parent. On se prépare pour toutes les difficultés qu'on peut vivre avec l'enfant. On se prépare au trouble de l'attachement, on se prépare au terrain nocturne, on se prépare à plein de choses. Mais à devenir parent, on n'a pas cette préparation-là. L'enfant, il arrive il y a 3 ans, il y a déjà toute son histoire. C'est ça qui était difficile au départ, je dirais. Par la suite, c'est ça, le manque de services. On voulait avoir des services dans notre région, on n'en avait pas. Donc, on devait se diriger vers Montréal. Puis encore là, à Montréal, là, il y avait un endroit à l'époque où ils en donnaient. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir un petit peu de service ici et là. Les autres obstacles qu'on a vécus, ça a été, je dirais, par rapport à la méconnaissance du milieu, je dirais, par rapport à toutes les particularités de l'adoption. L'enfant arrive, il y a déjà des traumas par rapport à l'abandon qu'il vit, l'enfant. Il y en a qui arrivent à 3 mois, mais ils ont quand même vécu un abandon, c'est quand même imprégné à l'intérieur d'eux. Donc, mes enfants étaient très sensibles à tout ce qui était abandon, mais pas juste abandon d'un parent, là, mais c'est abandon d'un animal. Ils voyaient un chien errant, ils devenaient très sensibles face à ça. Donc, ça a été une préparation là, qu'on a dû faire, aller chercher de l'aide pour nous expliquer les choses, bien faire nos choses.
pouvoir bien les guider, dans le fond, eux, à travers ce qu'ils ont à vivre pour qu'ils puissent réussir aussi à bien s'épanouir là, dans ce qu'ils ont à vivre. Fait que ça a été comme une particularité qu'on a eu à dealer avec. La méconnaissance du milieu par rapport à tout ça, de dire, ah, ben l'enfant, il est super sweet, il est le fun, il fait des colleux à tout le monde, il m'aime, non, non, tu comprends pas. S'il te fait un colleux puis il va aller dans tes bras là, c'est pas parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il te connaît pas. Puis lui, tout ce qu'il veut, c'est te plaire. Puis moi, ben il n'y a pas d'attachement encore envers moi, Donc, c'est pour ça qu'il va trop facilement envers les autres. Fait qu'il fallait démystifier comme tout ça auprès de notre entourage, travailler avec l'école aussi, démystifier auprès des écoles, c'est quoi les particularités adoptives de notre enfant. Fait que ça a été beaucoup de rencontres, beaucoup de démystifier les choses. L'impression qu'on est tout seul au monde aussi à vivre ça. La famille est là, la famille nous aide, nous supporte, mais la famille ne comprenne pas toujours les réactions de l'enfant. Donc, un enfant qui se jette à terre à 3 ans puis qui fait la crise du bacon, tous les enfants font ça. Oui, mais un enfant qui arrive à 3 ans ne le fera pas pour les mêmes raisons qu'un enfant de 3 ans qui n'a pas vécu l'abandon, Fait que c'était tout le temps, les gens avaient tout le temps tendance à normaliser les comportements, mais nous, on voyait toujours derrière le comportement ce qui se passait. Puis c'était difficile de sensibiliser les gens à cette réalité-là. Puis, j'ajouterais, l'attachement, c'est sûr que ça a été une réalité particulièrement éprouvante pour notre deuxième enfant. Les difficultés qu'on a vécues, c'était les traumas complexes. Là, c'est vraiment toutes les difficultés reliées aux traumas complexes qu'il a vécu, la négligence qu'il a vécue en Colombie, parce que c'est un enfant qui venait de l'international, le deuxième. Fait que la négligence qu'il a vécue, la malnutrition, il était en instinct de survie quand il est arrivé avec nous. Donc, c'était un enfant qui était hyper vigilant constamment et qui était aussi violent envers moi. Pas parce qu'il m'aimait pas. Non, c'était pas ça. C'est juste que lui était en hypervigilance. Il avait peur. Il avait peur, puis c'était son instinct de survie, là, dans le fond, qui faisait place à tout ça. Puis ça a été vraiment un passage très difficile pour nous. On s'est senti vraiment seul de vivre toutes les crises, toute la violence qu'on a eu à vivre. On s'est senti jugé. Tu sais, quand on a un enfant qui n'est pas adopté, mais qui a des particularités comme le TDAH ou la tourette ou autiste, tu vas dans la pharmacie, puis l'enfant fait une crise, tout de suite, les gens vont juger, tout de suite, les gens vont dire « Ah, ben là, elle l'a pas bien élevé, elle n'a pas appris ça, ça, ça. » C'est une affaire, là, mais, tu sais, derrière le comportement de l'enfant, c'est pas ça, tu sais. Puis c'est ça, il a fallu démystifier tout ça. Il a fallu faire fi des jugements des autres par rapport à comment on intervenait avec notre enfant. On ne peut pas intervenir comme lui, comme on peut intervenir avec n'importe quel autre enfant qui n'a pas vécu l'abandon. Fait que ça a été un passage quand même très difficile là, à vivre, ce qui a été très éprouvant, là, la deuxième adoption. Et si vous auriez pu faire quelque chose différemment, qu'est-ce que vous ferez? Pour mon deuxième, j'étais intervenante. Bien, je suis encore intervenante, mais plus à la DPJ. Ce qui fait que, pour moi, j'avais mis la barre bien haute. Tu sais, je me disais, ben c'est correct, tu sais, je vais y arriver, tu sais, puis j'étais patiente, j'étais tolérante, puis, tu sais, j'ai mis beaucoup de mon énergie, beaucoup de mon temps, de la patience, tout mon amour, mais j'ai pas appelé à l'aide vite, tu sais, j'ai attendu, parce que pour moi, tu sais, appeler à l'aide, c'était comme un échec, mais je voulais pas, tu sais, en fait, je le comprends maintenant, c'est pas un échec d'appeler à l'aide, c'est appeler à l'aide, c'est juste parce qu'on a besoin d'aide, mais moi, je le vivais comme un échec parental, mais c'était pas ça du tout, c'est juste que c'est un enfant qui avait besoin d'avoir des services en plus de nous pour l'aider, dans le fond, à vivre avec tout
ses traumas, avec son trouble d'attachement sévère, avec tous ces autres diagnostics, nous, on avait besoin d'avoir de l'aide. Puis je pense que j'ai attendu trop longtemps avant de faire cet appel-là, ce qui fait que moi, au niveau physique, psychologique et autres, j'ai pris une grosse débarque. Donc, ça a pris beaucoup de temps avant que je puisse me relever. De tout ça, maintenant, tout va bien, mais on doit offrir à notre enfant des répits quotidiens pour se permettre de se déposer effectivement, parce que pour lui, vivre dans une famille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est trop impliquant au niveau affectif. Donc, c'est ça. Je pense que j'aurais appelé à l'aide plus facilement avant de me rendre jusqu'où je me suis rendue, finalement. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous a motivé à continuer? Parce que c'est vraiment pas facile. Donc, qu'est-ce qui vous a fait motiver? Qu'est-ce qui vous a motivé? L'attachement que j'avais envers lui, au-delà de tous les comportements, c'est ça l'affaire, c'est quand il faisait quelque chose, je lui disais toujours, je t'aime toi, mais c'est ton comportement que j'aime pas. Mais on l'aime, là, on a un attachement envers lui, puis on est capable quand même de voir, nous, on était capable, mais c'est peut-être pas tout le monde qui serait capable, là, mais on était capable de voir que malgré qu'il me frappe, malgré qu'il me traite de tous les noms, malgré qu'il brise tout dans la maison, je suis capable de voir, qu'il y avait des petites évolutions. J'étais capable de voir que qu'il apprenait de plus en plus à exprimer ses émotions. J'étais capable de voir plein de choses, Puis pour moi, il n'en était pas question que je lui fasse vivre un abandon, Je t'ai accueilli dans ma vie, on t'a choisi, tu vas y rester, Puis peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu vas faire pour qui va faire, mais pas de manière consciente nécessairement, là, souvent de manière inconsciente, pour nous chasser de peur que nous autres, on le fasse avant toi, ça ne marchera pas parce qu'on va toujours être là quand même. Fait que vas-y, tu peux le faire, mais nous, on ne te lâchera pas, on va toujours être là. Fait que c'est ça qui fait qu'on a réussi à continuer parce qu'on était capable de voir le beau petit bonhomme qu'il était, puis c'était de voir que c'est tous les petits pas qui comptent. Hein? C'est pas les grands pas, c'est tous les petits pas. Fait que c'est la loi des petits pas. Même si l'échelle est grande, c'est pas grave. Nous, on va la monter la montagne. On va la monter l'échelle pour se rendre jusqu'à toi. On va y aller petit par petit pas, mais on va se rendre jusqu'au bout parce qu'on tient à toi, on t'aime. C'est ça. Est-ce que vous pouvez me raconter un moment en particulier qui t'a vraiment émouvu? Je peux en raconter un moment avec chacun de mes enfants? Oui, bien sûr, allez-y. Louvic, le moment il y a 2 moments en particulier qui m'ont vraiment touchée avec Louvic. C'est mon grand. Il est arrivé à la maison, il avait 3 ans, il vient de la Thaïlande. Moi, j'avais de la difficulté à créer un lien avec lui parce que, c'était papa. Puis lui, il avait de la difficulté à créer un lien avec moi parce qu'il avait vécu des ruptures avec des mamans, pas juste des mamans, mais aussi des figures qui représentaient la figure maternelle, les nounous de l'orphelinat, tout ça. Puis à un moment donné, la travailleuse sociale qui nous a donné un petit coup de pouce m'a dit, tu sais, Annie, pourquoi tu ne vas pas, va prendre ton bain avec lui, Mais moi, non, je ne peux pas faire ça, là, il y a 3 ans, je suis pudique, puis tout ça, puis je ne l'ai pas porté, là, comment je deal avec ça? Non, regarde, fais-le, va prendre ton bain avec ton enfant. Fais le contact peau à peau avec lui. Le premier grand moment, ça a été ça. Je suis allée dans la douche, je l'ai pris dans mes bras, puis la douche, elle coulait sur nous. Puis j'ai comme senti un courant qui a passé entre moi et lui, mais pas à sens unique, là, entre moi et lui, mais de lui aussi envers moi. C'était la première fois qu'il s'abandonnait complètement dans mes bras.
Ça a été, je pense que ça a été la super grande connexion là, qui s'est fait là, vraiment avec lui. C'est un moment, c'est comme si je l'avais vécu hier. Là. Ça, c'est vraiment le premier grand moment. Le deuxième, je me rappelle dans les grands moments où c'était très difficile avec notre dernier. On avait des discussions, moi et Lovic, on était dans mon lit, puis on jasait de plein d'affaires, puis il m'avait dit, tu sais, maman, il dit, c'est quoi, tu sais, les personnes, c'est qui les personnes les plus importantes pour toi, tu sais? Puis là, moi, j'avais dit, ben, c'est toi, c'est ton frère, puis c'est votre père, tu sais, c'est les personnes les plus importantes pour moi. Puis là, il m'a regardé, puis lui, il avait comme 7 ans, là, à l'époque, 8 ans, 9 ans. Je pense qu'il avait 9 ans. Puis il m'a regardé, puis il me dit, ben, toi, t'es pas importante. Puis là, je l'ai regardé, je dis, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit, tu t'es pas nommée. Il dit, c'est toi la personne la plus importante que tu devrais aimer en premier. Puis ça, sortant de la bouche de mon enfant de 9 ans, c'est comme un Bouddha, là, tu sais, c'est comme un enfant qui a comme une âme, là, incroyable, là. Ça m'a vraiment percuté. C'est vrai, mon grand, t'as raison, tu sais. Moi aussi, je suis importante, puis il ne faut pas que je m'oublie, tu sais. Fait que oui, la personne la plus importante, c'est moi, c'est toi, ton frère, puis ton père aussi. Fait que ça a été mon deuxième moment. Miguel, mon dernier. Je ne réussis pas à avoir une image claire d'un moment partagé aussi clair qu'avec mon grand, mais c'est plein de petits moments. Miguel, malgré son trouble de l'attachement, c'est un enfant qui est très sensible, puis qui a des idées là, de la vie là, particulières. Puis je pense que ça a été la première fois qui laisse-moi réfléchir, OK? Ouais, pas de souci. Des chansons. C'est un enfant qui adore la musique, là, fait que il prend sa guitare, puis je pense que c'est sa première chanson d'amour qu'il m'a jouée à la guitare. Mais une chanson où il inventait les paroles lui-même. C'était un geste, là, il y avait eu une crise juste avant ça, puis ça avait dégénéré, là, il m'avait frappé, tout ça, puis dans la chanson qu'il avait fait, il s'excusait, puis il disait combien j'étais importante pour lui, tu sais. Ça, là, ça m'avait vraiment touchée. C'était un moment, là, incroyable. Puis tous les autres petits moments où il me dit je t'aime maman, il dit t'es la meilleure maman de toutes les mamans que j'ai eues dans ma vie, tu sais. Moi, je m'en fous, je veux pas être la meilleure maman de toutes les mamans, là. C'est pas ça, tu sais. Je m'en fous, là. Mais que lui me dise, tu sais, quand il est arrivé chez nous, on était ses 9e donneurs de soins, tu sais. Fait qu'il me dise, ben maman, tu sais, pour moi, là, t'es la meilleure de toutes les mamans que j'ai eues. Ben, ça a resté gravé en dedans de moi, tu sais. Je sais que des fois, il pense pas, puis c'est pas grave, tu sais. Mais je sais que je pense que j'ai réussi à faire quelque chose avec lui que d'autres n'ont peut-être pas réussi. Puis ça, ben, j'en suis vraiment fière, puis je suis vraiment contente parce que j'ai réussi à créer un lien avec mon enfant qui a des troubles sévères de l'attachement. Puis il y a des notions, tu sais, des fois, il me parle de la mort, puis il me dit, tu sais, maman, il dit, moi, là, si un jour tu meurs, là, je vais avoir vraiment beaucoup de peine, tu sais. Mais il dit, je vais aller me recueillir sur ta tombe, puis je vais aller prendre soin de toi, je vais aller te déposer des fleurs, puis je vais entretenir ta tombe, je vais en prendre soin, je vais continuer, tu sais, à m'occuper, pas à m'occuper de toi, mais je vais continuer à t'aimer, tu comprends? Même si tu es morte, je vais continuer à t'aimer. Tu sais, c'est un peu macabre, là, comme
comme façon de dire les choses, mais lui, dans toute son imagination, dans toute sa tête, dans le comment qu'il l'explique, toute la signification que ça prend, ben ça veut dire beaucoup de choses, tu sais, dans son cœur à lui, puis dans notre cœur à nous autres. C'est ça, je dirais. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux autres parents qui traversent la même chose que tu as traversé? De ne pas lâcher, de continuer, d'être patient, d'y aller à petits pas par petits pas, de pas de pas de ne pas trop exiger de leur enfant, tu sais. C'est pas à eux à s'adapter, c'est à nous à s'adapter à eux. Euh, Puis à adapter notre environnement aussi en fonction de ce qu'ils ont besoin. Euh, de se renseigner, de lire, d'aller chercher l'information qu'ils ont besoin d'aller chercher pour mieux comprendre aussi. Tu sais, il faut que tu sois alerte par rapport à certains comportements. Je me rappelle qu'à un moment donné, mon dernier, on avait été à un endroit puis il avait oublié sa bouteille d'eau, tu sais, une bouteille d'eau en plastique, là. Puis là, il avait embarqué dans la voiture, puis on fait comme genre 1 kilomètre en auto, même pas. Puis là, à un moment donné, il réalise qu'il a perdu sa bouteille. Puis là, il a décidé là, que c'était comme la crise monumentale dans l'auto. Là. Écoute, là, c'était débile. Là. Et puis à un moment donné, tu sais, j'ai comme fait, OK, attends une minute. Puis là, tu sais, parce que j'ai lu beaucoup les livres de Joanne Lemieux, parce que, tu sais, j'ai assisté à des formations, à plein d'affaires, puis parce que j'ai une sensibilité aussi, probablement, ben, j'ai comme compris que mon enfant, dans le fond, là, c'était pas la bouteille qui était représentative de sa perte, c'était la perte de la bouteille. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est le fait qu'il ait perdu comme si c'était la fin du monde parce que, tu sais, lui, il a perdu plein d'affaires dans sa vie dès la naissance, tu sais, il a perdu plein de choses, tu sais. Il a perdu ses frères, il a perdu ses sœurs, il a tout perdu, tu sais. Mais là, c'était comme une petite bouteille de rien, mais pour lui, ça voulait dire comme tellement gros, là, cette perte-là, que c'était comme ça, tu sais. Il le voyait tellement gros, fait que j'étais capable de dire, hey, c'est une bouteille, mon homme. T'inquiète pas. C'est pas papa et maman que t'as perdu, là, puis c'est pas ton frère que t'as perdu, là. C'est la bouteille de plastique. Inquiète-toi pas. On va arrêter à un endroit, on va essayer d'aller t'en acheter une autre. C'est correct, tu sais. Nous, on est là. On va rester avec toi, tu ne nous perdras pas. C'est tout ça qui a fait qui s'est comme calmé par la suite. Mais ça, il faut que tu lises, il faut que tu sois capable de choisir tes guerres aussi. Il faut que. Faut pas avoir peur. Je leur dirais de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, de ne pas avoir peur d'expliquer les vraies affaires aussi à l'entourage, puis quitte à mettre un peu l'entourage de côté parce qu'ils ne comprennent pas. Mais tu sais, la famille est importante. Notre famille est, est importante aussi, puis tu sais, il faut en prendre soin. J'aurais tellement d'affaires à leur dire, là, mais le principal, c'est ça, mais surtout ce que je dirais aux mères aussi, puis aux pères. Euh, Prenez du temps pour vous autres, parce qu'avant d'être une maman ou un papa, vous êtes une personne, vous n'êtes pas juste un travailleur, un amant, un amoureux, un frère ou une sœur, vous êtes quelqu'un aussi. Puis il faut prendre soin de soi, puis il faut se permettre aussi des répits comme couple. Nous autres, je pense que c'est ce qui fait qu'on est encore ensemble 17 ans plus tard, malgré tout ce qu'on a traversé. C'est parce qu'on s'est donné le droit, mais aussi parce qu'on se les fait dire souvent. Prenez un temps pour vous deux. Fait qu'on se donnait des rendez-vous une fois par mois. On se prenait un rendez-vous, on partait toute la fin de semaine. Ça a pris du temps avant qu'on le fasse, là. Mais quand on l'a fait, on l'a fait. Puis ça a fait en sorte à ce qu'on soit encore ensemble aujourd'hui. Parce que ça nous permettait d'aller recharger nos batteries. C'est ça. Donc, ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous direz aux gens qui voient l'adoption, les enfants dans le système d'une façon plutôt mauvaise?
Tu sais, quand on a notre enfant, là, on peut mettre au monde un enfant, puis l'enfant, il peut arriver avec ses propres particularités, là, tu sais, même si on l'a porté. Tu sais, l'enfant, il peut avoir un diagnostic d'autisme, il peut arriver n'importe quoi dans la vie, là, tu sais. Ces enfants-là ont besoin aussi d'avoir une famille. Ces enfants-là ont besoin aussi qu'on prenne soin d'eux. Qu'est-ce que je leur dirais? Tu peux-tu répéter ta question? Pas de souci. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui voient l'adoption ou devenir une famille d'accueil comme une chose mauvaise, qui voient ces enfants comme d'une façon négative? Mais je pense que c'est pour ça que j'ai de la difficulté à répondre à ta question, parce que généralement, quand on est sur des pages Facebook ou quand on rencontre du monde, n'importe quoi, les gens, ils font comme « Ah, wow, t'as adopté, tu sais. Pourquoi wow? » Tu sais, moi, j'ai pas fait ça pour sauver un enfant, là, tu sais, j'ai pas adopté parce que je voulais sortir un enfant de la misère, là, tu sais, je sais pas, mon enfant, là, que j'ai été chercher en Thaïlande, peut-être que, tu sais, il aurait trouvé une famille là-bas, puis peut-être qu'il aurait bien été. Peut-être qu'il aurait été bien dans son pays, là, pas mal plus que dans un autre pays, mais on ne le sait pas. T'sais. Nous, on le fait parce qu'on veut avoir un enfant. C'est pour ça. Miguel, on le fait pas pour le sauver non plus, parce qu'on voulait avoir un deuxième enfant, mais parce que aussi on avait un attachement vers lui, on le connaissait, tu sais. Mais on ne l'a pas sauvé, on n'a pas fait ça pour le sauver, on l'a fait parce que on avait un attachement vers lui, tu sais. Fait que, généralement, les gens nous voient comme ça, tu sais, ils voient comme l'adoption comme un conte de fées. Je pense que c'est plus ça. Les gens, ils ne voient pas nécessairement tout ce que ça peut comprendre l'adoption, tu sais. Comme si tous les bébés arrivaient toutes roses, là, qui sortent du ventre de la maman, là, puis qui sont prêts à être adoptés comme ça, là, tu sais. Mais les bébés à adopter, là, c'est pas, tu sais, les enfants adoptés, c'est pas juste des bébés roses qui sortent, là, tu sais. Il y a des enfants de tout âge. Puis adopter, c'est pas un conte de fées, tu sais. Oui, il y a des belles histoires, des très belles histoires. Il y a des histoires qui sont moins rayonnantes, mais il y a quand même des belles histoires à travers. Tu sais, moi, je vis des belles histoires, là, malgré tout ce que j'ai traversé avec mon enfant. Mais tu sais, qu'il y a quelqu'un qui m'arrive demain matin puis qui me dit « Ah, ben moi, je vais adopter. Puis, tu sais, qu'elle se croit invincible puis qu'elle pense que parce qu'elle a lu un livre, elle connaît tout, elle sait tout, puis que tu sais, elle n'aura pas de difficulté avec son enfant, puis que, tu sais, non, tout va être correct, je vais l'élever comme tous les autres enfants, puis je ne tiendrai pas compte de ses particularités. Il n'y en a pas de particularité, là, c'est un enfant comme les autres. Non, non. Tu sais, les enfants qui arrivent, qui ont vécu l'abandon, ils viennent avec des options supplémentaires. Ils viennent avec un vécu qu'ils ont déjà avant qu'on arrive dans leur vie. Puis ce vécu-là, ils ne l'oublient pas nécessairement, tu sais. Fait qu'il faut apprendre à vivre, il faut apprendre à apprivoiser, il faut les amener à apprendre à l'apprivoiser, ce vécu-là. Puis il ne faut pas les amener non plus à renier leur origine, tu sais. Que ce soit au Québec ou que ce soit à l'international, leur origine est super importante, là. Tu sais, un enfant qui est adopté au Québec puis qui arrive d'une famille de Montréal, ben même si elle ne connaît pas sa famille biologique, ben c'est ses origines quand même, tu sais, puis il mérite aussi de comprendre son histoire, puis faut qu'il, tu sais, ça fait partie de lui. Faut pas chasser ça, il faut comme l'accompagner là-dedans. Fait que non, c'est pas un conte de fées, mais tu sais, il faut juste être préparé, avoir la personnalité pour ça aussi, puis être capable, tu sais, comme de s'adapter à ça. Fait que c'est pour ça que je pense que j'ai un peu de la difficulté à répondre à ta question. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Tu sais, il y a des parents pour qui ça peut leur faire peur. Oui. Tu sais, il y en a qui me disent « Ah, j'aurais jamais été capable. » Ben, moi non plus. Je pensais que j'aurais jamais été capable. Mais je l'ai fait.
sais. Mais peut-être que parce que, tu sais, j'ai la personnalité qui va comme ça aussi, parce que moi, je suis une fille qui est une battante dans la vie, parce que moi, je suis pas du genre à lâcher, je suis du genre à, tu sais, aller me renseigner, aller chercher, tu sais, je veux comprendre, je veux aider, tu sais. Fait que je pense que ça fait en sorte que, fait que, tu sais, si tu as peur, puis t'es pas sûr, ben peut-être que c'est correct que tu t'écoutes et que tu te respectes là-dedans, tu sais. Mais si tu sens que peut-être que oui, tu serais capable, go, vas-y. Mais pars pas aveuglement puis joue pas à l'autruche, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Oui, merci. Merci beaucoup. Désolée, tu as répondu à toutes mes questions. Et OK. euh, Est-ce que j'ai trop oui. parlé? Non, non, pas du tout. OK. C'était-tu des réponses auxquelles tu t'attendais ou c'est-tu, y a-t-il quelque chose que tu peux me le dire ou si tu veux que je retravaille une réponse ou autre, là? Non, c'était très touchant. OK. C'était vraiment réaliste et ça permet vraiment de voir une perspective différente parce que d'habitude, est rose, comme tu l'as dit. Tout le monde adopte et tout se passe bien. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Même pour les enfants qui sont pas adoptés, tout est pas rose. Genre, tout le monde traverse par leurs propres épreuves Ouais, et, et c'est pas mauvais, c'est bien. ouais, ouais, c'est Euh, ça. je te remercie. Ça me fait plaisir. Euh, je voulais savoir si tu connais une famille d'accueil à qui je pourrais aussi, non, pas famille d'accueil, un group home, avec qui je pourrais interviewer et poser d'autres questions aussi. Un autre couple, Euh, non, une maison, je sais pas un comment on foyer de appelle ça. groupe. Oui, merci, un foyer de groupe. Oui, je connais un foyer de groupe, Ok, mais c'est un foyer de groupe qui appartient au centre jeunesse. ok. Euh, juste, juste vérifier, là, ça serait quoi les genres de questions que tu voudrais poser au foyer de groupe? Euh, donc, à peu près les mêmes questions. Donc, quelles sont les difficultés qui traversent tous les jours? Comment ce genre de questions? OK, Parce que j'ai besoin de pas mal d'interviews parce que ça doit durer un mois à peu près. OK, parfait. Euh, j'ai un, j'ai un foyer de groupe ouais, auquel je pense que je pourrais peut-être te mettre en lien avec eux, mais si tu me permets, je vais les contacter avant pour D'accord, vérifier. ouais, pas de souci. Euh, oui, je vais juste me l'écrire pour y penser. Et si tu connais d'autres parents, Ça, je oui. Ah, oui. j'apprécie. Qui est adapté au Québec ou à l'international ou qu'est-ce que tu veux? Euh, peu importe. Si c'est des gens qui ont adopté dans le système aussi. Oui, c'est des gens qui ont adopté dans le système. Ok, oui, parfait. Des gens qui ont adopté, ben, en tout cas, je pense entre autres une personne, une bonne amie à moi qui a adopté deux enfants dans le système. Mhm. Euh, il y a une personne, il y a un couple aussi que je connais qui sont banque mix dans le système, mais que les enfants ne sont pas adoptés, mais qui vont rester banque mix jusqu'à leur majorité. Par contre, je ne sais pas si tu ne pourras pas filmer, je ne sais pas si tu vas pouvoir les filmer, eux qui sont banque mix actuellement. Mais je peux peut-être tenter le terrain avec eux. C'est sûr que les enfants, ils ne peuvent pas être là-dedans, là, mais tu peux leur poser des questions. Qu'est-ce que c'est que d'être banque mix? Là? Oui, ça serait correct. Y a-t-il Oui. d'autres Euh, exemples de gens que tu voudrais? peut-être si tu connais par exemple une psychologue qui traite de l'abandon ou un Oui, truc dans ce genre-là ou
travailleur social parce que j'ai essayé d'appeler, j'ai le nom ici quelque part, dans des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Ils m'ont toujours pas répondu. J'ai essayé de les appeler, ils m'ont pas répondu. Donc, si tu connais des travailleurs sociaux ou quelque chose, Oui. En fait, ça je pourrais m'aiderait énormément. préférer Annick Bertrand, c'est une personne qui est intervenante sociale et travailleuse sociale, ou même, je pense, c'est psychologue en tout cas. Elle travaille pour l'organisme Pétale Québec. Pétale Québec, c'est un organisme communautaire qui en aide aux parents qui ont des enfants avec le trouble de l'attachement. Annick Bertrand, elle a adopté des enfants, mais elle est aussi intervenante sociale dans le contexte de l'adoption. Fait que je pourrais peut-être te mettre en lien avec elle. En fait, il y a plusieurs personnes à qui je pense. Là, je pourrais préférer, tu sais, comme le couple banque mix, c'est un couple de gars, banque mix. Laurence, qui a adopté comme banque mix 2 enfants. Claire pour le foyer de groupe. Annick, intervenante. Est-ce que tu souhaites parler à des adoptés? Oui, donc bien sûr, s'ils ne veulent pas être filmés, ça ne dérange pas. Je peux juste, par exemple, taper. Genre, ce qu'ils me disent, c'est genre, je veux que tout le monde soit consentant. Je ne vais pas obliger personne à faire n'importe quoi. Okay. Je pourrais te mettre en lien aussi avec Marie-Disa. Marie-Disa, c'est... est-ce que tu la connais? Marie-Disa? Non. Marie-Disa, dans le fond, est coordonnatrice de l'organisme Raïsme Adoption. C'est un organisme là, qui vient, qui traite de l'adoption auprès des personnes adoptées puis qui dessert les parents adoptants aussi. Marie-Disa est adoptée. Elle a des super belles connaissances. Elle a travaillé dans le système aussi, là, à la DPJ à l'époque. Elle est intervenante dans la vie. Elle connaît très bien l'adoption. Elle est super bonne pour parler aussi. Elle a une belle prestance. Fait que je pourrais te référer à elle aussi. Ok, merci beaucoup. Ça m'aide énormément. Si je pense à d'autres personnes, ben, je pourrais peut-être te l'inscrire. Dans le fond, je pense que tu as besoin de beaucoup de personnes, sûrement, pour... Ouais, oui. Ouais, OK. Mm-hmm. OK, ben écoute, je vais faire comme une coupe d'appels, puis je pourrais intervenir là-dessus là, sans problème. Je vais leur demander l'autorisation, puis s'ils acceptent, ben là, à ce moment-là, je te mettrai en lien avec eux autres. Okay. Merci beaucoup. De rien. Si jamais tu relis l'entrevue puis tu vois qu'il y a des bugs là, ou en tout cas, tu ne te gênes pas, tu as le droit de me rappeler. OK? Ça ne me dérange pas de recommencer. C'est ça, on va-tu voir le résultat final? Oui. Oui? OK. Oui. OK. Ça, c'est fait dans un contexte anglophone ou ça va être présenté aussi à des francophones? Les deux. Les deux. OK. OK. Donc, dans le contexte anglophone, je vais mettre des sous-titres. Et francophone, eh ben, je ne mettrai pas de sous-titres. OK, super. Il y a Karine, une personne que je connais, elle est vraiment intéressante. Elle a fait un mémoire, un projet de recherche sur le trauma de filiation. Est-ce que tu sais c'est quoi le trauma de filiation? Est-ce que c'est trouble de l'attachement? En fait, le trauma de filiation, c'est quand, mettons, tu as un enfant avec un trouble de l'attachement, puis que tu vis tellement de violence de la part de ton enfant qu'à un moment donné, ça crée comme un trauma dans la filiation que tu as avec lui, tu sais. Mm-hmm. Dans le sens que, pas que tu viens à détester ton enfant, mais qu'à un moment donné, tu n'es plus capable. Là. Tu comprends-tu? Tu n'es plus capable de t'en sortir. Puis tu l'accrocherais sur la corde à linge ou peu importe, tu sais. Mais ça crée comme une coupure dans la filiation que tu as avec ton enfant. Elle a fait un projet de recherche là-dessus, justement, sur des parents qui ont vécu de l'intensité quand même assez importante là, à ce niveau-là. Moi, d'ailleurs, j'ai fait partie du projet de recherche. Je pense que ça pourrait être une personne super intéressante à qui tu pourrais parler, tu sais, au niveau du trauma de filiation.
Fait que si tu me permets, là, je donnerais tes coordonnées. Oui, bien Elle sûr. pourrait t'envoyer même son mémoire. Là, tu pourrais en prendre connaissance. Là. C'est un beau mémoire vraiment à regarder. D'accord, oui, j'aimerais bien. Parfait, super. Ben, c'est bon, tu vas te faire ça. D'accord, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Toi, tu travailles pour quel organisme? Donc, je suis étudiante OK. et donc je suis volontaire. Donc ça fait pas si longtemps que ça, mais j'aide FACES, donc ça s'appelle Foster a Child to Excel in Society. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent un service, donc pas juste pour les enfants dans le système, mais aussi des enfants à risque. Donc, par exemple, leur aider à faire un budget, à trouver un travail, OK. à Wow. gérer dans leur vie. Comment. OK. Donc, c'est ça. OK, c'est intéressant. Ouais. Puis l'événement que vous allez faire au mois de mai, c'est quoi exactement? En fait, c'est parce que le mois de mai, c'est le mois où des gens partout dans le monde, ils célèbrent un peu les enfants dans le système, mais aussi les parents, les travailleurs sociaux et tout ça. Ah, Donc, OK. ils font quelque chose. Bon, des gens partout dans le monde font quelque chose pendant ce mois-là pour eux, en fait. Ah, OK. Parce que tu vois, nous autres, le mois de l'adoption, c'est le mois de novembre. Oh, OK. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. OK, parfait. Ben écoute, je serais curieuse en tout cas de voir tout ça là, quand le moment sera venu. Puis ben, je vais te mettre en lien avec tous ces gens-là. D'accord, merci. Ben merci à toi. T'es bien gentil. Merci, toi aussi. Merci beaucoup Merci. et bonne soirée. Merci toi aussi. Bye. Bye. Quitter.